Obésité et prothèses, on commence à glisser doucement vers la chirurgie, hein. On va venir tout doucement vers des sujets plus chirurgicaux. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc le fruit de notre réflexion avec Antoine, qui est un interne parisien. On a travaillé sur ce topo tous les deux. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il a grandement participé à ce topo. Donc l'obésité et l'arthrose, c'est un sujet assez d'actualité. Puis vous allez voir qu'on a un certain nombre d'idées reçues qui ne sont pas forcément tout à fait exactes. Alors la définition de l'obésité, elle est parfaitement connue, c'est l'OMS qui l'a donnée, c'est le surpoids, puisqu'il y a en fait deux notions. Le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Donc là, tout est dit. Les gens qui sont en surpoids et obèses, ils sont en danger au niveau de leur santé. Donc c'est important, quand on est un professionnel de la santé, de mesurer le surpoids et l'obésité. Donc tous les patients qu'on prend en charge, on doit connaître leur poids et définir s'ils sont en surpoids ou en obésité. C'est important parce que on traite tous des obèses qu'on ignore. Donc on va revoir ça après. Mais ça se définit donc sur cette définition-là par un indice de masse corporelle ou BMI pour les anglo-saxons. C'est un indice qui est assez simple et qui permet d'estimer le surpoids et l'obésité chez les populations d'individus adultes. Vous voyez là que ça s'adresse qu'aux adultes. Chez l'enfant, c'est complètement différent. Chez l'adolescent, c'est complètement différent. Donc n'appliquez pas cette formule aux enfants et aux adolescents. Ils sont en croissance. Donc n'allez pas dire à un adolescent qu'il est obèse alors qu'il ne le sera peut-être pas plus tard. C'est juste pour que ça, ce soit quelque chose de bien exprimé. Ce calcul, il correspond au poids qui est divisé par le carré de la taille. Donc il y a une influence plus importante de la taille puisqu'elle est élevée au carré. Ça s'applique aux deux sexes, à toutes les tranches d'âge adultes, mais c'est une indication approximative parce que ça ne correspond pas nécessairement au même pourcentage de masse graisseuse selon les individus. Si vous prenez une première et une deuxième ligne d'équipe de rugby professionnelle, si vous faites l'indice de masse corporelle, ils sont tous obèses. Ils sont obèses, mais ils n'ont pas tous la même masse graisseuse. Mais quand vous en occupez, il faut savoir quand même que c'est des gens qui ont les mêmes contraintes que les obèses. Si vous prenez une petite dame un peu rondouillarde, qui ne fait que 1m50 ou 1m51, elle peut très bien aussi être obèse. Donc il faut faire attention à ces critères de définition, en particulier chez les extrêmes, les tout petits et les très grands. Donc, il faut pouvoir le calculer. On demande le poids, la taille, et on calcule P sur T au carré. Si on est un peu feignant, il y a des applications gratuites qui permettent de le faire, c'est pas très compliqué. Et après, on répartit ça avec des indices. Vous voyez que pour la maigreur, cet index il est inférieur à 19. C'est normal considérer jusqu'à 25. Entre 25 et 30, on est en obésité. Entre 30 et 40, on est en obésité. Et au-delà de 40, on est en obésité massive ou morbide. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent mourir à tout instant de leur obésité. Donc vous voyez qu'il y a deux définitions, le surpoids au-delà de 25 et l'obésité au-delà de 30, c'est des chiffres qu'il faut bien connaître. Il y a 600 millions d'obèses dans le monde, avec un doublement entre 1980 et 2008, et donc une forte influence de l'alimentation. Ça correspond à 2,8 millions de morts par an, conséquence du surpoids et de l'obésité, et ça correspond à 13% de la population mondiale. Donc c'est 13% de toute la population. Au niveau quotidien, il y a une forte augmentation de l'obésité, et probablement que ça ne va pas s'arrêter. Sur cette population d'obèses, vous voyez que 39% des adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids, et 13% d'entre eux sont obèses. Donc il y a, en plus de l'obésité, beaucoup de gens qui sont en surpoids. La plupart de la population mondiale vit dans des pays où le surpoids et l'obésité font davantage de morts que l'insuffisance pondérale. Et en 2014, 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. On peut rajouter à cela qu'on peut prévenir l'obésité et on peut aussi la faire régresser. Je vous rappelle que la France, c'est un des seuls pays qui a fait régresser l'obésité chez les adolescents il y a quelques années où on s'est aperçu qu'il augmentait. Donc quand on nourrit, qu'on informe et qu'on éduque, on arrive à corriger ça. En France, 32% des Françaises sont en surpoids et 15% sont obèses. Donc vous voyez, on a un peu plus d'obèses que dans la population mondiale.
et on a un peu moins de gens en surpoids, mais quand même un tiers de la population. Vous voyez ici la répartition, et il y a 2 fois plus d'obèses en 15 ans avec 2 études consécutives. Il y a une répartition géographique. Alors, plus on va au nord, plus il y a d'influence probablement de la nourriture et de mode de vie qui fait qu'il y a plus d'obèses, 21% dans le nord. Et dans notre région, on est à 14% d'obésité. Vous avez ici la répartition de l'indice de masse corporelle moyen en fonction de l'âge. Et vous voyez donc cette inversion de la prépondérance des surpoids et de l'obésité au fur et à mesure de l'évolution de l'âge. Pour ce qui est de l'activité physique, elle est globalement encouragée sur l'appareil locomoteur, vous l'avez compris, mais les articulations souffrantes liées au surpoids ne permettent pas de répondre à ce paramètre de la gestion de l'excès pondéral. Donc souvent, la sédentarité qui découle du surpoids ne fait qu'aggraver le problème, et c'est souvent très difficile de profiter de l'activité physique pour moduler ce surpoids. Pour ce qui est de l'arthrose, je me suis concentré sur la gonarthrose parce que c'est mon sujet d'élection, mais c'est pareil pour la hanche. Il y a une association qui est connue entre l'obésité et l'arthrose. Chaque kilogramme par mètre carré en trop au-dessus d'un IMC de 27 augmente le risque de 15% de développer une arthrose. Le risque, il est plus important chez la femme que chez l'homme. On a plus d'arthrose, de gonarthrose chez la femme que par exemple de coxarthrose. La répartition homme-femme est différente. Chez les obèses, c'est plus souvent bilatéral. Ça touche tous les compartiments, donc c'est souvent des arthroses globales. Et c'est encore augmenté par les défauts d'axe, les gens qui ont des problèmes d'axation des membres inférieurs. C'est un problème qui est en partie mécanique, lié au poids, ça c'est facile à comprendre, mais pas que, on vous l'a dit tout à l'heure, Rémi vous en a parlé. Les obèses, ils ont aussi des arthroses des mains, donc ça c'est pas en rapport avec leur poids. Donc l'obésité va avoir une influence sur toutes les articulations et pas simplement les articulations portantes. Quand on parle de chirurgie, l'obésité et l'arthrose, c'est un facteur de risque important. Vous voyez que cette étude des registres, c'est-à-dire on enregistre toutes les opérations de prothèses qui sont faites dans un pays, montre que les gens qui ont un BMI supérieur à 30, ils ont un risque chirurgical de complications qui est augmenté par 9. Au-delà de 35, c'est 19. Et au-delà de 40, c'est 33. Donc c'est considérable. On n'a pas beaucoup de maladies qui entraînent des augmentations de facteurs de risque comme ceci. Il y a aussi une augmentation du pourcentage de patients qui ont recours à une arthroplastie. Plus on va être costaud, en surpoids ou obèse, plus on est exposé au risque un jour d'avoir une prothèse totale de son genou. L'augmentation, c'est une des raisons pour lesquelles, vous avez vu depuis 20 ans, on a fortement augmenté le surpoids et l'obésité. C'est une des raisons pour lesquelles l'augmentation du nombre de prothèses totales de hanches est en explosion. Effectivement, tout à l'heure, on vous a parlé du chiffre 40 000 PTG pour 110 000 prothèses de hanches. Au jour d'aujourd'hui, cette année, les derniers chiffres à ITH, c'est plus de 100 000, c'est près de 110 000 prothèses de genoux, avec un nombre à peu près constant de prothèses totales de hanches autour de 140 000. Donc, on va faire comme les États-Unis. Dans les années à venir, il y aura plus de prothèses totales de genoux qui seront posées que de prothèses totales de hanches, et ça, c'est lié à l'obésité. Plus les patients sont gros, entre guillemets, il faut faire attention aux termes utilisés, plus ils sont opérés tôt. Vous voyez que l'âge de la chirurgie, l'âge moyen en obésité morbide, il est de 60 ans, 61 ans, alors que quelqu'un qui a un poids bien contrôlé, il est de 74 ans. Donc les gens vont avoir en moyenne la prothèse 13 ans plus tôt. 13 ans, si on a de la chance, chez quelqu'un qui est en surpoids, c'est la durée de vie d'une prothèse. Donc c'est des gens qui vont avoir une prothèse de plus que les autres. Donc une chirurgie de reprise, des choses assez compliquées. Enfin, l'arthrose, l'obésité, c'est pas que l'arthrose. Donc quand on traite des patients qui ont une arthrose parce qu'ils ont de l'obésité, il faut les avertir qu'ils ont d'autres risques. C'est des choses, ça fait partie de notre métier de professionnel de la santé. Moi, quand j'opère les patients, je leur demande s'ils fument et je leur rappelle que c'est une maladie qui est dangereuse. Enfin, c'est pas une maladie, c'est une consommation qui est dangereuse. Mais quand vous demandez aux patients, on leur a jamais dit. On leur a jamais dit, c'est vrai, c'est rare qu'on leur dise fumer c'est dangereux. Être obèse, il faut leur dire que c'est dangereux aussi. Il faut leur dire avec des mots choisis, il ne faut pas les culpabiliser, mais il faut leur expliquer que c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions
et que ça ne va pas se régler en un mois, mais quand ils ont de l'arthrose et qu'ils sont obèses, il faut leur expliquer que ça ne peut pas durer comme ça, qu'il faut que ça change. Alors évidemment, ce n'est pas le chirurgien qui va les faire maigrir, mais si tout le monde va dans le même sens, c'est plus facile et ce sera plus facile de les convaincre. Pour ce qui est des prothèses de genoux, ça pose un certain nombre de difficultés si on parle de chirurgie, en particulier pour l'anesthésiste. Ils sont là les anesthésistes? Vous voyez, on pense à vous. Bon, c'est plus dur pour les anesthésistes parce que c'est plus dur de faire l'anesthésie à des gens qui sont en surpoids ou des gens qui sont obèses. Ils ont des facteurs de risque plus importants et vous voyez que parmi tous les facteurs de risque qu'on a analysés, par exemple l'âge, les antécédents de ronflement, les problèmes dentaires, etc., c'est le seul élément qui est prédictif de façon significative d'une augmentation de risque. Donc l'obésité et le surpoids, c'est un vrai facteur de risque pour l'anesthésie. Par exemple, pour faire un rachianesthésie, c'est-à-dire planter une petite aiguille dans le dos, c'est plus difficile. C'est plus difficile de trouver son chemin et c'est plus difficile d'arriver jusqu'à la bonne zone. Ça perturbe un peu les repères anatomiques, comme on dit. Pour la prothèse de genou, c'est aussi plus dur pour le chirurgien. L'exposition, il faut faire une cicatrice plus grande, il faut pousser plus de choses, il faut être un peu plus délabrant sur le muscle et les tendons pour pouvoir mettre en place la prothèse. Donc ça fait des expositions difficiles, des durées opératoires qui sont augmentées, souvent des saignements qui sont un peu plus importants. Et puis la mise en place de la prothèse, elle est plus difficile. Mettre une prothèse de la bonne taille avec le bon axe, c'est un des buts de la chirurgie. Et pour le positionnement de la prothèse chez les obèses, c'est une vraie difficulté parce qu'on a moins de repères, cutanés, on a moins de repères osseux, et puis plein de petites choses qui sont des détails qui ne sont pas mis par les études, mais ça glisse parce qu'il y a de la graisse partout. Voilà, quand on va faire de la chirurgie chez les obèses, c'est un véritable combat. Donc la durée opératoire, elle est dans toutes les études qui ont été faites chez l'obèse, elle est augmentée. C'est plus dur, donc c'est plus long. Et plus c'est long, plus on prend de risques d'infection, par exemple. L'obésité, elle augmente significativement le risque de complications post-opératoires. Donc il y a plus de problèmes cutanés sur la cicatrice, il y a plus d'infections, il y a plus d'anémie et il y a plus de retentissement urinaire, notamment des troubles de la reprise de la miction. Donc tout ça, c'est bien prouvé là aussi par les études. Les désunions cicatricielles dans les populations d'obèses, c'est jusqu'à 22%. C'est considérable, 22%. La désunion cicatricielle, c'est la porte d'entrée à une infection. Alors quand on met une prothèse, c'est évidemment catastrophique. Donc quand on regarde toutes les séries d'infections, on retrouve toujours ce facteur important d'obésité. Et c'est un risque relatif qui a été estimé à 1,3 par cette étude d'Apuso. Pour la survie des implants, c'est des implants qui sont plus difficiles à mettre dans de bonnes conditions et qui vont être plus contraints. Donc l'augmentation du poids, c'est une augmentation des contraintes à la jonction entre l'os et la prothèse. Donc il y a un risque augmenté de décèlement, en particulier au niveau du tibia, dans les prothèses totales de genoux, si l'indice de masse corporelle est supérieur à 35. Et vous voyez très bien sur ce diagramme l'augmentation très nette de ce risque de décèlement dès qu'on passe cette barre de l'obésité. L'infection, on revient, c'est 5% chez les obèses, avec un risque infectieux qui est multiplié d'un facteur quasiment 7 par rapport à quelqu'un qui est à un poids normal. Donc c'est vraiment très important, en particulier dans une sous-population particulière qui est l'obésité morbide avec un IMC supérieur à 40. Et là, c'est probablement, on va en reparler, mais c'est probablement la dernière catégorie chez lesquelles il faut retarder l'arthroplastie. Les gens qui ont un IMC supérieur à 40, ce n'est pas la peine de leur poser une prothèse, on prend trop de risques. Donc il faut essayer de les ramener en dessous de la barre de 40 pour diminuer le risque infectieux, en particulier s'ils ont des comorbidités associées. Sur cette étude, vous voyez que le risque, donc ça c'est des aspects très jolis de prothèses post-opératoires qu'on déteste avoir. Vous voyez que la peau elle est en train de se nécroser, de disparaître, donc bientôt l'implant va être exposé à l'extérieur. Et donc les staphylocoques de la peau vont venir coloniser rapidement la prothèse. Donc vous avez ici, dans cette étude-là, une augmentation d'un odds ratio de 9 par rapport à une population sans obésité. Il y a aussi des complications médicales. Il va y avoir des complications thromboemboliques. Ils ont 2 à 3% de risque de faire une thrombose et ou une embolie pulmonaire malgré la prévention. Et le risque d'accident cardiovasculaire en post-opératoire est lui aussi augmenté après la pose d'une prothèse totale de genou.
Alors, une des questions qu'on s'est souvent posées, puisque autrefois, on entendait nos vieux patrons qui nous reformaient voir les patients en consultation et leur disant « revenez me voir quand vous poserez tel poids ». Donc, faut-il maigrir avant d'opérer d'une prothèse totale de genou? Alors, on peut évidemment que encourager, je vous l'ai déjà dit, les gens à perdre du poids. Mais perdre du poids, c'est pas facile. Donc, c'est un projet et c'est quelque chose qu'il faudra faire dans le temps. Donc, leur mettre le couteau sous la gorge en leur disant « je vous opère si vous maigrissez », évidemment, ça va les motiver. Mais on va voir que ce n'est pas forcément l'attitude qui est prônée aujourd'hui. Sur une grosse cohorte de 10 000 prothèses de genoux, ils ont étudié l'effet de la perte de poids, c'est-à-dire au moins 5% du poids total. Il y a une perte de poids significative dans l'année précédant l'intervention chez 12% des patients à qui on demande de perdre du poids. Donc, il n'y a pas, c'est pas très facile, malgré cette mise en balance, de faire perdre du poids à des gens à qui on doit poser une prothèse. Et on avait trouvé dans ces études-là pas de différence significative en termes d'infection du site opératoire et du taux de réadmission. En fait, ça contrecarre un peu les études dont on a parlé juste avant. Probablement parce qu'il y a un rôle sur le système immunitaire. Si vous faites perdre beaucoup de poids rapidement à quelqu'un que vous voulez opérer, vous allez le fragiliser et c'est des gens qui vont finalement, ce que vous allez gagner sur l'environnement de l'obésité, vous allez le perdre sur le système immunitaire. Donc actuellement, et ça c'est particulièrement montré dans les études sur les prothèses totales de hanche, le fait de faire perdre du poids ne doit pas être fait juste avant une intervention chirurgicale parce que sinon vous allez opérer des immunodéprimés. Donc on va remplacer le facteur de risque de l'obésité par le facteur de risque de l'immunodéprimé et notamment en termes d'infection, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on retient de ça que si les gens ont une vraie indication de prothèse totale de genou, il faut leur mettre la prothèse totale de genou. Et il n'y a pas forcément d'indication à les faire maigrir de façon importante avant, sauf s'ils ont une obésité morbide. Est-ce qu'une fois qu'on a une prothèse totale de genou, c'est ce qu'on dit aux gens, vous allez plus bouger, vous allez faire plus de choses et vous allez maigrir? Est-ce que les gens maigrissent après? Et en fait, ben non, ils ne maigrissent pas tellement. 69% des patients n'ont aucun changement sur leur poids significatif 2 ans après la pose d'une prothèse totale de genou. Pour d'autres, il y a le maintien, voire un gain de poids après la prothèse totale de genou. Donc ça, c'est des éléments qui nous font dire que ce poids, il évolue un peu indépendamment de leurs problèmes articulaires. Donc au jour d'aujourd'hui, on pose les prothèses aux gens qui en ont besoin, on les informe que ce serait bien de perdre du poids, mais dans la réalité des choses, les gens en surpoids ou en obésité restent souvent en surpoids et en obésité. Donc, le message, c'est de ne pas priver les malades de la mise en place d'une prothèse totale de genou. Si on suit à 5 ans 325 patients qui ont une prothèse totale de genou versus 363 patients qui ont une arthrose à qui on n'a pas fait la prothèse totale de genou et qu'on évalue leur score fonctionnel et leur qualité de vie, on a une amélioration du score fonctionnel et de la qualité de vie dans le groupe porteur d'une prothèse totale de genou. Alors, c'est moindre que chez les non-obèses, hein, l'amélioration est un peu moins nette, mais c'est réel. Et le score santé mentale, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. En résumé, cela ne semble pas nécessaire de faire maigrir le patient avant, lorsque le BMI est inférieur à 40 kg par mètre carré. Sinon, c'est des obésités morbides, évidemment, qui sont trop dangereuses pour qu'on puisse les opérer. Après leur opération, il n'y a pas de réponse claire. Évidemment, on aimerait bien qu'ils maigrissent, notamment pour l'autre genou et pour la survie de leur prothèse. Mais pour l'instant, la réalité des chiffres montre qu'on n'est pas très bon là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est de la prothèse unicompartimentaire du genou? Pendant longtemps, ça faisait partie des contre-indications classiques à la mise en place des prothèses partielles. Vous savez, on remplace qu'une partie de l'articulation. En fait, les études les plus récentes semble montrer que ça ne modifie pas le taux de survie des prothèses partielles. Donc la survie d'une prothèse partielle, elle n'est pas liée au poids, elle est liée essentiellement à la bonne indication et à la bonne réalisation de technique de la mise en place de cette prothèse. Donc maintenant, ça nous arrive de faire des prothèses partielles quand l'indication est justifiée chez des gens qui sont en surpoids ou qui sont en obésité contrôlée. En sachant qu'il y a quand même une importance de la taille de l'os. C'est un problème de fixation à l'os.
Donc les petites dames qui ont des petits os, c'est très difficile de leur mettre des prothèses partielles. Donc si on veut conclure là-dessus, il faut retenir que le danger commence quand le BMI est supérieur à 30. Donc pour connaître le danger, il faut connaître le BMI. Il faut tous qu'on mesure ce BMI. Il faut faire maigrir avant de discuter de chirurgie quand ils sont en obésité morbide, c'est-à-dire supérieure à 40. Il faut savoir qu'ils ont un risque de complications augmenté. Ça veut dire qu'il faut les informer, mais il faut dépister aussi ces complications pour pouvoir les traiter le plus tôt possible. Et que les résultats sont satisfaisants sur les patients sélectionnés. L'obésité aujourd'hui ne doit pas faire récuser la pose d'une PTG ou d'une PTH. Les chiffres sont vrais aussi pour la PTH. Mais cependant, il y a des limites, hein, vous l'avez compris. Il y a des gens chez qui l'obésité l'emporte sur tout le reste. Et envisager la chirurgie dans des conditions pareilles, évidemment, ce n'est pas ni techniquement ni médicalement conseillé. Je vous remercie. Je vous invite, vous avez vu que sur le topo, il y a quelques petites images de Botero. Si vous passez en Amérique du Sud, à Bogota, il y a un très beau musée Botero, qui n'est pas seulement un peintre, on pourrait dire plutôt un plasticien quand on voit la forme de ces modèles. Et voilà. Donc si vous avez l'occasion de passer dans cette région, c'est un très beau musée. Je suis à l'écoute. Merci, merci Nicolas. Tu parlais de la difficulté à exposer chez les patients obèses et aussi la difficulté à fermer le tissu graisseux quand il fait 5-10 cm d'épaisseur. On a du mal à faire des points dedans, ça ne tient pas. Donc on a du mal à rapprocher les tissus, on a du mal à... Enfin, ça laisse des poches de décollement et la peau aussi est souvent fine, ça se chevauche. Enfin, c'est des patients qui sont techniquement plus délicats à opérer. Est-ce qu'il y a des questions ? On aurait espéré qu'après une prothèse de genou, le patient aurait moins mal et il se serait remis à marcher. Donc est-ce qu'on sait si, parmi tous ces patients qui ont été opérés et qui ont continué à augmenter leur poids, est-ce qu'on sait s'ils ont changé leur mode de vie ? Alors je crois qu'ils n'ont pas augmenté leur poids, ils sont restés comme ils étaient. C'est tout le problème de l'obésité. Quand vous prenez en charge les gens à qui on pose des prothèses, ils ont 50, 60, 70, 80 ans. C'est-à-dire que si vous voulez les faire maigrir, il faut changer leur habitus, donc c'est compliqué. Et c'est difficile de faire différemment après 60 ans d'habitude ou entre guillemets de mauvaises habitudes. Donc c'est pour ça que c'est important de dire à ces patients que ça ne va pas être facile de perdre du poids, donc difficile de le faire avant de faire une chirurgie, leur dire je vous opère si vous allez maigrir, mais par contre leur expliquer que l'histoire se continue derrière, c'est-à-dire que s'ils sont en surpoids ou obèses, il faut essayer de les ramener à des choses plus raisonnables, en sachant qu'on a deux arguments majeurs, l'usure de leur prothèse et la protection des autres articulations. Voilà, mais probablement qu'on n'est pas très bon dans le lien entre le moment où on fait la chirurgie et ce qui se passe derrière, parce que ces amaigrissements, ils nécessitent forcément un peu d'accompagnement, leur faire de l'exercice qui soit adapté, parce que monter quelqu'un qui est obèse sur un vélo, par exemple, c'est pas sûr qu'il monte bien sur un vélo, et puis faire un accompagnement nutritionnel, parce qu'il faut les éduquer. Donc il faut que les docteurs et les paramédicaux travaillent ensemble pour accompagner ces gens-là, en sortant un peu quand même du système de la culpabilisation qui reste quand même très présent. C'est un peu l'idée aussi du centre qu'on va développer sur l'arthrose ici, c'est de pouvoir travailler les uns avec les autres pour que ces patients aient des prises en charge globales. Parce que la chirurgie toute seule, ça permet de poser les prothèses, ça ne permet pas de perdre du poids. Donc on pourrait améliorer leur prise en charge pas en leur mettant une condition, mais en leur expliquant qu'à la suite de l'intervention, il est indispensable qu'ils soient suivis pour reprendre une activité physique puisqu'ils ont moins mal. Ouais, et puis l'activité physique adaptée. Bonjour. Vous avez dit qu'après une perte de poids, il y a une immunodépression. Et j'aurais voulu savoir sur combien de temps ça dure. C'est-à-dire que si quelqu'un a anticipé une perte de poids en vue d'une opération pour une prothèse de genou, combien de temps vous attendez pour l'opérer pour qu'il y ait moins d'immunodépression ? Alors ça, c'est pas très facile à mesurer. Ce qui est sûr, c'est que la perte de poids aiguë juste avant une chirurgie, ça, c'est sûrement pas très bon.
Donc quelqu'un qui vous dit qu'il a initié il y a 2-3 ans une perte de poids, probablement qu'il a retrouvé un équilibre immunitaire. S'il a perdu 20 kilos dans les 6 mois qu'il y a avant, c'est probablement pas une bonne idée. Les études, elles montrent surtout que c'est pas la peine de faire perdre du poids avant de mettre la prothèse. Il vaut mieux, si les gens ont besoin d'une prothèse, en dehors du contexte du poids, s'ils ont besoin d'une prothèse parce qu'ils sont fonctionnellement très gênés, ils ne marchent plus, ils sortent plus, ils ont mal tout le temps, on leur met la prothèse et après ils feront leur perte de poids. Et on ne peut pas répondre de façon aussi sélectionnée à votre question. On ne peut pas donner de délai. Ok, merci. Merci pour l'intervention. Et à côté de l'IMC, finalement, est-ce qu'il y a un poids vraiment de contre-indication pour la pose d'une prothèse? Parce que des fois, on a des gens qui sont quand même très grands et du coup, ils ont un IMC pas forcément au-dessus de 40, mais ils ont un poids total important. Est-ce que ça contre-indique la prothèse? Alors, il n'y a pas de contre-indication à la mise de la prothèse. Il y a des risques. Et dans la chirurgie, c'est toujours une balance entre le bénéfice attendu et le risque. Si les risques explosent, parfois le bénéfice il passe au second plan. Toutes les études qui sont faites sur l'obésité, ils sont basées sur ce ratio-là. Vous avez vu que le fait que la taille au carré soit dedans prend très bien en considération cet élément des gens qui sont très grands. Donc très grands, très costauds, ça influence moins le critère d'obésité que petits rondouillards. Donc les grands costauds, il faut vraiment qu'ils soient en charge importante pour être considérés dans des chiffres d'obésité. Après, il y a ce que je vous ai dit, ça ne tient pas compte de la masse adipeuse et de la masse musculaire. Voilà. Mais bon, techniquement, les gens qui sont très grands et très musclés, c'est aussi compliqué pour la chirurgie pour d'autres raisons. Et en termes pratiques, nos tables opératoires, elles ont une limite de poids, il me semble aussi. Je ne sais pas, c'est autour de 140 kg, non? 140 kg, hein, c'est ça. Ça, c'est les problématiques qui sont bien connues en Amérique du Nord, hein, parce qu'eux, ils ont une incidence de l'obésité qui est phénoménale. Donc, ils ont du matériel qui est adapté. Même, par exemple, un scanner ou une IRM, on ne peut pas rentrer des gens de n'importe quel poids dans un scanner ou une IRM. Et donc, les gens qui sont vraiment très obèses, c'est même plus difficile de faire des diagnostics, de les traiter, parce que parfois, on ne peut pas faire les examens nécessaires. Quelle est l'espérance de vie d'une prothèse chez un obèse? Elle est raccourcie par rapport à... Oui, ça va. Ça, c'est pareil, c'est un raisonnement qui est par rapport à la statistique ou individuel. De façon individuelle, s'il se décèle, sa prothèse, elle va durer franchement moins longtemps. Et puis surtout, le changement de prothèse va être un peu délicat parce qu'on va avoir le même risque d'avoir un décèlement précoce. Mais ça raccourcit effectivement la durée de vie des prothèses. Aujourd'hui, sur les prothèses entre guillemets classiques, on est autour de 15 à 20 ans de durée de vie si tout se passe bien. Chez les gens obèses, on va diminuer d'autant la durée de vie, comme les gens qui sont d'ailleurs très actifs, hein, les gens qui vont très bien et qui utilisent leurs prothèses pour faire des sports intenses, ça impacte, ils réduisent aussi la durée de vie de leurs prothèses. Mais bon, les études sur la durée de vie des prothèses, en général, elles sont toutes populations confondues.